Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la saison de l'Ukraine en France s'ouvre aujourd'hui à Paris et va se déployer pendant près de 4 mois dans plusieurs lieux en France. Et nous sommes réunis cet après-midi pour mettre en perspective les enjeux de cette saison et d'en découvrir les temps forts. D'aucuns pourraient d'ores et déjà se questionner, mais pourquoi une saison culturelle ukrainienne en France, en pleine guerre, quand seuls les drones semblent compter, quand il faut faire revenir les enfants ukrainiens en relais de force dans des camps de redressement russes? La réponse est apportée par le mot d'ordre autour duquel s'est construite cette saison. La culture contre-attaque. Les Ukrainiens se battent pour exister en tant qu'État et en tant que nation. Cette volonté, ils l'ont manifestée par une révolution pacifique dans les rues, par les unes, et depuis près de 4 ans, par leur résistance militaire proprement héroïque. Dans ce combat, la reconnaissance de leur culture et donc de leur identité est éminemment politique et stratégique. L'Ukraine a choisi la France pour construire avec elle ce voyage culturel. Cette invitation de la part de nos amis ukrainiens est une responsabilité qui nous honore et qui nous oblige. Nous avons conçu avec eux cette saison comme une contribution à la reconstruction de l'Ukraine, au même titre que le soutien de la France à sa sécurité et sa reconstruction économique. L'Ukraine a choisi la France parce qu'elle voit aussi en nous un pays de culture attaché à ses valeurs et à ses idéaux, mais parce que nous savons que les batailles se mènent aujourd'hui sur tous les fronts, et notamment sur le front de la culture, de la lutte contre la désinformation, de l'influence. Monsieur le ministre, le 18 juillet dernier, lors des rencontres annuelles de l'Institut français, vous avez enjoint avec beaucoup de force le réseau de coopération et d'action culturelle et tous vos diplomates d'être aux avant-postes de cette diplomatie d'influence, de ce combat existentiel par la culture, à la fois pour notre pays, mais aussi en fidélité et en fraternité avec les pays qui portent la même cause et qui demandent à la France de les soutenir. C'était d'ailleurs tout juste avant de vous rendre à Kiev, à l'invitation de votre homologue. Et je crois, Monsieur le Ministre, que cette saison s'inscrit pleinement dans cet esprit. Et je sais que c'est ce que vous allez avoir à cœur de nous dire maintenant, en ouverture de ce moment que vous avez tenu à accueillir au ministère. Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. Madame Zelenska, Madame la Ministre, chère Rachida, Monsieur le Ministre, cher Andriy, très cher ami, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les ambassadrices et les ambassadeurs, à toutes et tous, bonjour. Vous qui savez que la guerre ne se livre pas seulement avec des tanks et des canons, mais qu'elle se livre aussi avec les armes de l'esprit. Si j'avais l'intuition de cette idée, cette intuition s'est confirmée lorsque, une première fois, à l'invitation de mon collègue Andriy Sybiha, ici présent, je me suis rendu à l'automne de l'année dernière à Soumy, cette ville du nord de l'Ukraine, du nord-est de l'Ukraine, par laquelle la Russie de Vladimir Poutine a tenté de gagner Kiev au début de cette opération spéciale qui s'est soldée par un échec, et au sein de laquelle le musée des Beaux-Arts résiste depuis 3 ans et demi maintenant, aux tirs de missiles, aux tirs de drones, si bien que la France, c'était le souhait du président de la République, a soutenu un projet de mise à l'abri des collections du musée des Beaux-Arts de Soumy. Parce que la force du peuple ukrainien dans sa résistance héroïque contre l'envahisseur, c'est une force d'âme fondée, inscrite, ancrée dans la culture ukrainienne. Et c'est ensuite à nouveau à l'invitation d'Andriy Sybiha
que je suis retourné en Ukraine au mois de juillet dernier, cette fois-ci à Kharkiv. Kharkiv, l'invaincu, que la Russie de Vladimir Poutine a tenté tant de fois de soumettre, de subjuguer, mais qui jamais n'a plié. Vous le savez, à Kharkiv, on parle russe, mais l'on pense ukrainien. Et parlez à celles et ceux de Kharkiv, ils vous diront qu'ils défendront leur culture ukrainienne jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle. Et je n'oublierai jamais cette visite que nous avons faite au musée, ou en tout cas à la librairie de Kharkiv, où la libraire, vaillamment, continue d'exhumer les composantes de la culture de Kharkiv et de la culture ukrainienne comme s'il y avait là le plus puissant des détonateurs et le plus puissant des canons. Et donc si nous sommes réunis ce soir et si nos deux présidents ont souhaité porter ce magnifique projet, c'est parce qu'ils sont convaincus que rien ne peut arrêter l'âme ukrainienne et que cette force d'âme permettra à l'Ukraine de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. Et je veux remercier tous les artisans de cette saison culturelle franco-ukrainienne qui commence ici, au Quai d'Orsay, et ce soir au Théâtre de la Ville, l'Institut français, l'Institut ukrainien, et puis l'ensemble des acteurs culturels de nos deux pays qui ont contribué à ce programme préliminaire, et je dis préliminaire à dessein, vous allez comprendre pourquoi, qui d'ores et déjà, pendant les 4 mois qui viennent, propose aux Françaises et aux Français 50 événements sur l'ensemble du territoire national. Non, cette saison culturelle ne sera pas circonscrite à la ville de Paris, à Lyon, à Lille, à Metz, à Nantes, à Valenciennes, à Dunkerque, à Toulouse et ailleurs. Des événements seront organisés qui montreront à voir la fécondité du dialogue entre les artistes, les créateurs, les intellectuels ukrainiens et leurs homologues, leurs contreparties françaises. Et je disais un programme temporaire. Pourquoi ? Eh bien parce que, Madame la Ministre, c'est aujourd'hui une invitation que nous lançons depuis le Quai d'Orsay cet après-midi et ce soir depuis le Théâtre de la Ville, à toutes celles et ceux, et ils sont si nombreux au travers de notre pays, qui souhaitent apporter leur pierre à cette saison culturelle. Un label permettra à leurs événements d'être identifiés comme tels, et donc c'est un appel à la mobilisation et à la participation de toutes et tous à cette saison culturelle que nous lançons aujourd'hui. Je souhaite donc aux nombreux spectateurs qui vont se presser dans ces rencontres au travers du pays beaucoup de plaisir à rencontrer les artistes, les intellectuels, les esprits brillants de France et d'Ukraine, en gardant à l'esprit que ce qui se joue aujourd'hui sur la ligne de front, ce n'est ni plus ni moins que la sécurité, l'indépendance, la liberté de l'Europe et la paix durablement sur le continent. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce moment possible et bonne saison culturelle à toutes et tous. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre André Sylla, vous avez été, avec notre ministre, un fervent promoteur de cette saison culturelle en France que vous suivez de près. Et c'est vrai qu'à cette occasion, vous souhaitez aussi que la France aide l'Ukraine à consolider ses institutions culturelles, mais aussi à se doter d'une diplomatie culturelle dans le prolongement de l'ouverture des instituts qui sont sous votre responsabilité, notamment à Paris et à Berlin. Monsieur le ministre, en vous remerciant de votre confiance, je vous invite à prendre la parole. Vous avez
Vous m'avez appelé à la française. C'était très joli. Je vous remercie. On pourrait dire que je viens de la France. Chers amis, chère Première Dame, chers Mesdames et Messieurs ministres, cher Jeanne Noël, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, Paris est devenu non seulement la capitale de la vie culturelle, mais aussi la capitale des processus géopolitiques. Je viens de revenir d'une discussion qui a été initiée par le président Zelensky et le président Macron avec les autres leaders ukrainiens. D'après les résultats des pourparlers avec les États-Unis, et je ne sais pas à quoi cela est dû, mais la concentration d'événements culturels ce jour-ci est impressionnante. Et effectivement, notre coopération culturelle est vraiment notable. Et donc, quand on a un tel contact au niveau culturel, cela se reflète aussi sur la possibilité de mener des pourparlers. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de la culture, mais je suis obligée malheureusement de parler de la guerre. Vous savez que la Russie bombarde nos villes quotidiennement, bien évidemment visant les infrastructures énergétiques tout d'abord, mais elle vise aussi les autres infrastructures. Le président Zelensky est aujourd'hui pour la deuxième fois en 15 jours à Paris, et cela souligne les efforts qui sont faits pour rapprocher la paix juste et durable. Les présidents ont déjà parlé, les présidents Macron et Zelensky ont déjà parlé, et moi j'ai parlé avec Jean-Noël Barrot. Et je dois dire que Jean-Noël Barrot a été le premier ministre étranger qui a été visiter la ville de Soumy. C'est la ville qui se trouve seulement à quelques kilomètres de la ligne de front, et c'était un signe de solidarité et de courage de votre part, Monsieur le ministre. Et je voudrais vous transmettre les remerciements des habitants de cette ville en tant qu'amis de notre pays. Nous avons également été à Kharkiv, nous avons été dans une unité militaire qui avait été équipée par les Français, par la France. Et malheureusement, et malgré les attaques de drones dans la ville de Kharkiv, dans d'autres villes, les théâtres sont ouverts, la vie culturelle continue. Et donc, non, pourtant, je voudrais dire quelque chose concernant Kharkiv, quelque chose que je viens d'entendre. On dit qu'on parle russe à Kharkiv. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, certains en parlent encore, mais de plus en plus d'habitants de Kharkiv parlent ukrainien. Et moi, à chaque fois que je vais dans cette ville, je suis témoin direct du fait que la plupart des habitants de cette ville parlent ukrainien. Et donc, sur la base de ces processus géopolitiques extrêmement importants et de ces pourparlers qui ont lieu aujourd'hui, ouvrir la saison culturelle ukrainienne en France est très importante. La question de la préservation de la culture est une question de la préservation de notre identité. Nous défendons notre identité sur le champ de bataille, mais pas que. Le fait que nous ouvrions aujourd'hui cette saison culturelle est une garantie de la préservation de la culture ukrainienne, car Paris est une vitrine mondiale de protection de culture et de culture. Et le mot français Renaissance n'a pas besoin d'être traduit. Et aujourd'hui, ce mot décrit exactement ce que la culture ukrainienne est en train de vivre aujourd'hui. Malgré toutes les tentatives des Russes de nous rayer de la carte, l'Ukraine est devenue un hub d'innovation. Tout d'abord, bien évidemment, dans le domaine militaire, mais aussi dans tous les sens et dans tous les domaines. Et je peux dire et souligner que l'Ukraine aujourd'hui est l'avant-garde de la culture ukrainienne. Notre culture, d'ailleurs, je voudrais faire un parallèle avec les armes. Notre culture devient à longue portée parce qu'on la connaît dans le monde entier. Il y a
Aujourd'hui, notre culture est devenue protégée par l'UNESCO. Elle est devenue partie du patrimoine de l'UNESCO et d'ailleurs, l'Ukraine a été élue cette année au Conseil exécutif de l'UNESCO. Et c'est très symbolique que le quartier général de l'UNESCO se trouve à Paris. C'est très important pour que les barbares ne détruisent pas notre patrimoine culturel. Et notre culture va continuer à rester un vecteur important. Et nous allons continuer à agir au sein de l'UNESCO. Et c'est très important pour nous. Aujourd'hui, nous faisons revenir la vérité dans le contexte international. Nous faisons retourner leur identité ukrainienne à nos artistes. Cyril Lefar, qui a réformé le ballet international. Alexandra Esther, qui était la pionnière d'avant-garde, qui a formé les scènes européennes. Sonia Delaune, c'est une artiste d'orphisme. Oleksiy Grishenko, qui a uni la culture ukrainienne avec le modernisme et les recherches modernistes à Paris. Nous faisons revenir l'Ukraine sur la carte du monde. D'ailleurs, dans le sens géographique, il existe également un lien important entre nos deux pays. C'est Guillaume de Bonpland qui a créé la première carte géographique, qui a fixé le nom Ukraine. Et donc, aujourd'hui, les pseudo-historiens de Kremlin devraient consulter cette carte. Donc, aujourd'hui, et ça c'est ma deuxième conclusion, ils n'ont pas réussi à nous rayer de la carte du monde, ni géographique, ni culturelle. Et aujourd'hui, cette saison, c'est une saison symbolique. Le voyage en Ukraine, quand la logistique de voyage vers l'Ukraine est devenue très difficile et prend presque 24 heures. Mais nos liens culturels sont plus forts que l'agression russe. Je voudrais aussi parler de notre artiste ukrainien Vassil Slipak. C'était un soliste d'opéra qui a chanté à Paris, mais il a quitté la scène pendant la première année de la guerre pour défendre l'Ukraine et il est tombé tué par le projectile d'un sniper russe. Mais son nom restera dans notre mémoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le voyage français en Ukraine est possible parce que l'histoire ukrainienne et l'histoire française se sont toujours entremêlées. Pensons à Anne de Kiev qui a amené l'évangile de Reims en France. N'oublions pas que Voltaire a mentionné Mazeppa, qu'il avait également et que Romain Rolland et André Barbus ont également soutenu la liberté ukrainienne. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, le philosophe de notoriété français et l'ami intellectuel de l'Ukraine est ici avec nous. Je suis reconnaissant à la France et à l'Institut français en Ukraine pour donner du sens à cette coopération. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Europe des villes et des régions. Et les villes ukrainiennes, surtout les régions près du front, ont quelque chose à montrer. Aujourd'hui, liberté, égalité et fraternité ont eu un autre sens en Ukraine, c'est liberté, dignité et invincibilité. Ce sont dignité et invincibilité, ce sont les symboles pour l'Ukraine aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Madame la ministre, lors d'une réception en l'honneur de votre homologue, c'était au printemps dernier, vous avez déclaré « Protéger le patrimoine ukrainien, c'est protéger le patrimoine européen et donc protéger l'identité culturelle de l'Europe, là où elle est directement attaquée. » Ce que vous aviez si justement dit pour le patrimoine vaut aussi pour la création ukrainienne. Cet ancrage européen est en effet fondamental dans le combat de l'Ukraine. Je sais que c'est une de vos priorités pour la feuille de route sur une Europe de la culture, mais aussi dans la mobilisation que vous demandez à toutes les institutions culturelles françaises. Madame la ministre, je vous laisse la parole.
Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, Madame la Vice-ministre, Madame la Présidente de l'Institut français, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général de l'Institut ukrainien, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les ambassadrices, Mesdames et Messieurs, merci pour vos mots, chère Anne. Merci à vous aussi, cher André et Jean-Noël, pour vos mots. Vous avez tellement résumé l'évidence de cette saison culturelle franco-ukrainienne, cette saison ukrainienne en France. Moi, je suis très heureuse, évidemment, d'être parmi vous. Vous avez rappelé nos priorités, ma feuille de route, à l'occasion du lancement de ce voyage en Ukraine. Avant toute chose, je tiens évidemment à exprimer toute ma solidarité, Madame, ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation, en mon nom, mais aussi au nom de celui de l'ensemble du ministère de la Culture. Alors, solidarité, oui, face aux épreuves que traverse la nation ukrainienne, évidemment, mais aussi admiration. Admiration pour un peuple qui résiste, qui se bat avec courage, avec beaucoup d'héroïsme pour défendre sa souveraineté, son indépendance et son identité. Dans ce combat, la culture est directement concernée, et cher André, vous l'avez rappelé dans votre discours. Cette saison de l'Ukraine se déroulera en France dans les mois à venir, veut mettre en lumière cette réalité. La réalité d'un patrimoine, vous l'avez justement dit, pris pour cible par l'agression russe et que les professionnels ukrainiens de la culture cherchent à protéger. La réalité d'une culture ukrainienne riche de son histoire, de la créativité, vous l'avez rappelé aussi sur la création des artistes d'aujourd'hui, des artistes qui sont pour certains sur le front et dont les témoignages nous bouleversent. Nous en avons rencontré notamment lors du dernier festival de Cannes. Cette saison culturelle, elle est aussi l'occasion pour nos acteurs culturels, pour nos artistes, ainsi que pour tous les citoyens français, de faire de ce voyage en Ukraine une découverte des différents volets de la riche identité culturelle, artistique, intellectuelle de votre pays et de renforcer nos liens à cette occasion. Ces liens ne datent pas d'hier, évidemment. Ils se sont considérablement intensifiés depuis ces 4 ans et je veux ici évoquer la coopération qui nous rassemble. Dès les premiers jours de l'agression russe contre l'Ukraine, le ministère de la Culture s'est mobilisé pour apporter une réponse d'urgence et permettre l'accueil en France de professionnels de la culture, d'artistes, de journalistes ukrainiens. Nous avons dès lors pérennisé et élargi ce dispositif de coopération essentiel. Par ailleurs, la France a joué aussi un rôle fédérateur dans la création du Fonds européen de solidarité pour les films ukrainiens, avec la contribution de 19 États européens, afin de maintenir une production cinématographique ukrainienne vivante pendant le conflit. C'était indispensable, car cette riche production, c'est aussi ce qui permet de témoigner, de documenter votre combat. C'est au fond un travail pour l'histoire. En ce qui concerne le patrimoine, si durement touché par la guerre, nous avons travaillé ensemble, en organisant une coopération bilatérale très forte dans ce secteur. C'était une priorité pour répondre à la menace qui pèse sur la mémoire de l'Ukraine, mais aussi sur la mémoire européenne. Car telle est la cible véritable des destructions qui frappent le patrimoine ukrainien, c'est atteindre notre mémoire collective, effacer aussi les traces d'une civilisation. Face à cette entreprise de négation, votre résistance quotidienne constitue un acte de bravoure qui nous inspire, mais aussi qui nous oblige. Depuis 2023, nous avons mobilisé un grand nombre de partenaires institutionnels français pour accueillir des restauratrices, des conservatrices des musées ukrainiens. Je les ai reçus d'ailleurs au ministère de la Culture. Je veux évidemment redire, les liens ainsi établis ne sont pas éphémères, ils sont là pour durer. Je pense en particulier à la coopération qui s'est nouée entre nos musées en matière d'accueil, de conservation des collections réciproques. Je pense aussi au travail conduit avec l'Institut national du patrimoine, notamment je veux remercier Charles Personnage pour son engagement. Je rappelle également le soutien qu'apporte la France à la Fondation Alif, chère Barisa, pour préserver le patrimoine culturel ukrainien. Pour la construction d'une coopération dans la durée, il est essentiel à la résilience culturelle de l'Ukraine. J'espère accueillir bientôt mon homologue ukrainien, ici à Paris, en janvier, une rencontre de très haut niveau sur le patrimoine et l'architecture en Ukraine. Nous y travaillons également avec l'ALIF et l'Institut français Chereva, que je remercie également. Alors la saison, le voyage en Ukraine, marque une nouvelle étape dans la relation entre nos deux pays.
Une étape fondamentale qui repose sur les bases de ce que nous avons déjà construit ensemble. Elle ouvrira, j'en suis convaincue, sur de nouvelles perspectives de coopération dans tous les secteurs culturels. Je voudrais remercier l'Institut ukrainien ainsi que l'Institut français pour le travail formidable qu'ils ont accompli. Je tiens aussi à remercier tous les acteurs culturels qui l'ont rendu possible, aux côtés de nos 2 ministères, cher Jean-Noël, et des collectivités. Cette saison ne sera pas non plus possible sans la douzaine de structures soutenues par le ministère de la Culture et qui se sont également impliquées dans cette saison. Avec ce lancement officiel de la saison de l'Ukraine, le ministère de la Culture réaffirme très solennellement son engagement à vos côtés. Nous avons été, évidemment, dès les premiers jours, très présents. Nous le demeurons encore aujourd'hui, mais aussi nous le resterons demain. Je vous le dis aussi avec beaucoup de conviction, votre combat transcende les frontières. Il défend des valeurs universelles que sont la préservation de la culture, la transmission de la mémoire. Alors je souhaite le meilleur succès, et j'en suis sûre, ça sera le cas, à ce voyage en Ukraine. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la Première Dame, je sais que des engagements vous retiennent et que vous devez nous quitter. Je souhaite vraiment vous remercier. Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence qui soutient beaucoup le lancement de cette saison. Merci. Et maintenant, pour présenter les temps forts de cette saison, de ce voyage en Ukraine, ça sera à 2 voix. J'invite la présidente de l'Institut français, Madame Eva Nguyen Van Bin, et Monsieur Volodymyr Sheiko, directeur de l'Institut ukrainien, pour faire cette présentation à 2 voix. Mais derrière ces 2 voix, c'est beaucoup de travail avec toutes les équipes et toutes les institutions. Et nous les saluons pour ce travail exceptionnel. Je vous en prie. Merci Anne. Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Madame la ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs, cher Volodymyr, directeur général de l'Institut ukrainien. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin mars 2026, la saison de l'Ukraine en France, ce voyage en Ukraine, comme nous l'avons intitulé, se déploiera dans une 20aine de villes en France. Face à la violence et aux tentatives d'effacement, la culture contre-attaque. C'est, vous l'avez compris, le leitmotiv, le fil rouge de cette saison, la résilience des artistes et des intellectuels ukrainiens et leur engagement pour faire vivre et faire connaître l'identité de leur peuple est à l'honneur. Car s'il paraît facile de s'en prendre à un pays dont personne ou presque connaissent la culture, la langue, l'existence même, il devient impossible de réduire à néant un peuple dont les ressorts profonds de l'identité sont connus du plus grand nombre. C'est la première saison que l'Institut français organise avec un pays en guerre. Plus qu'un hommage, c'est un engagement pour faire résonner la voix de l'Ukraine et celle de la France. Avec l'Institut ukrainien, nous avons souhaité mettre en place des projets selon 3 axes. Le premier, être à l'écoute de ce que l'Ukraine a à dire d'elle-même. Qu'est-ce que la culture ukrainienne ? Qui sont ces artistes, ces intellectuels, ces penseurs? Quelles sont leurs œuvres? Et c'est bien à ces questions que nous allons répondre dans la saison, avec des événements mettant en avant la littérature, la musique, le cinéma, les arts visuels, le patrimoine ukrainien, entre autres. Le deuxième objectif, être à l'écoute de ce que l'Ukraine a à nous dire, de ce que l'Ukraine a à nous apprendre. Et grâce à la saison, nous aborderons des thématiques centrales pour nous tous, comme les bouleversements géopolitiques provoqués par l'invasion russe, la lutte contre la désinformation ou même encore la santé mentale. Troisième et dernier axe essentiel, structurer des relations de long terme entre acteurs culturels de nos 2 pays. Nous-mêmes, Institut français, avons signé un accord de partenariat avec l'Institut ukrainien l'an dernier, au cours d'un déplacement à Kiev. Notre engagement, comme celui de l'ensemble des partenaires de la saison, ne s'arrête pas à la saison. Il la dépasse et la saison lui donne un nouvel élan. Cette saison repose largement sur les partenariats noués entre collectivités locales de nos 2 pays et nous avons invité 2 collectivités locales à prendre la parole aujourd'hui pour vous parler très concrètement de leur implication dans la saison.
Pour ma part, je voudrais m'arrêter sur 3 temps forts du voyage en Ukraine, au-delà de la soirée de lancement qui aura lieu ce soir au Théâtre de la Ville. D'abord, du 10 au 13 décembre, au Théâtre de la Concorde à Paris, nous mettrons à l'honneur la résistance de la société civile ukrainienne, comme par exemple le 10 décembre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme avec Oleksandra Movichuk, qui dirige le Centre des libertés civiles qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022. Et le 12 décembre, nous rendrons hommage à l'écrivaine Victoria Amelina, décédée en 2023 lors d'un bombardement, et à travers elle, à toutes les femmes ukrainiennes engagées dans cette guerre. Mais chaque soir, du 10 au 13 décembre, sera une soirée spéciale, et chaque soir, le comédien Denis Lavant lira le texte « Le Christ au goulag » de Stanislav Asseyev, lui-même passé par les prisons russes. En janvier, à Paris, Madame la ministre de la Culture l'a mentionné, nous organiserons un temps fort sur le patrimoine et l'architecture, notamment en collaboration avec la LIF. En mars, nous organiserons à Strasbourg, avec Reporters sans frontières et des étudiants en journalisme, des rencontres avec des professionnels des médias d'Ukraine et de France pour parler du combat à mener contre la désinformation, un sujet auquel nos 2 pays sont confrontés. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, vous êtes particulièrement attaché à cette lutte contre la désinformation. Enfin, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, toutes celles et ceux qui souhaitent organiser des événements sur l'Ukraine pendant la saison peuvent être labellisés et disposer d'un kit de référence de films, de livres, d'expositions pour les aider à organiser ces événements. Ce kit a été conçu par l'Institut ukrainien. En conclusion, je voudrais remercier d'abord nos 2 ministres et nos 2 ministères de tutelle pour leur soutien, mais bien sûr l'ensemble des partenaires de la saison. Je voudrais mentionner BNP Paribas, Havas et Stand with Ukraine pour votre soutien. Je voudrais aussi dire un mot pour les équipes de l'Institut français et de l'Institut ukrainien qui travaillent d'arrache-pied à cette saison. Et je voudrais en particulier mentionner Francky Blondeau, Jean-Philippe Rousse et leurs équipes, mais aussi Volodymyr, Tetiana, Natalia, Sacha aussi de l'ambassade d'Ukraine en France. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse maintenant la parole à Volodymyr Sheiko, le directeur général de l'Institut ukrainien, basé à Kiev et ici à Paris. Dziękuję. Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, chère Eva, la présidente de l'Institut culturel, chers participants de la saison, chères équipes organisatrices, effectivement, c'est un moment très solennel et important pour nous, car ce qui a né il y a 2 ans et demi en tant qu'une idée courageuse, aujourd'hui est devenu réalité et nous sommes là dans cette salle merveilleuse et nous ressentons le soutien envers la culture et l'identité ukrainienne que nous avons ressenti dès le début de l'invasion à grande échelle. C'est un soutien sans précédent dont on est témoin à cause d'un événement très triste qui est cette guerre. Mais ce qui est important, c'est que l'Ukraine est devenue intéressante en tant qu'un pays qui a une culture importante, très intéressante, qui a des liens profonds avec la culture française et qui a sa place dans la famille des cultures et des nations européennes. La culture, c'est non seulement la possibilité de bien passer du temps, mais c'est aussi un élément et un gage de la sécurité nationale en Ukraine. C'est ce qui nous permet de survivre aujourd'hui, car l'Ukraine, un pays qui n'a pas de visage culturel identifiable peut disparaître de l'histoire. Elle risque de se retrouver seule sans aide. Et l'Ukraine, me semble-t-il, a pu éviter ce triste sort. Heureusement, nos amis sont venus à notre aide. Effectivement, la France
est un pays qui est un allié important en Europe et dans le monde. Nous ne voudrions pas nous en arrêter là, nous voudrions continuer à développer ces relations culturelles et c'est pourquoi nous avons commencé la collaboration dans deux directions, les relations institutionnelles, mais aussi nous voudrions commencer de nouveaux contacts, initier de nouveaux contacts. Et certaines personnes, certains artistes n'ont pas la possibilité de voyager en Europe, mais ce n'est pas par hasard que nous avons appelé cette saison le voyage en Ukraine, car peut-être pour la société française, pour les acteurs culturels français, visiter l'Ukraine, voir comme elle est aujourd'hui, serait l'occasion de connaître le pays comme il est, le pays qui a montré sa résistance et sa résilience au monde entier. L'Ukraine fait face aussi à la guerre culturelle. N'est pas lutter contre cela serait s'arrêter et perdre sur le champ des batailles. C'est une citation qui est très parlante ici, car la culture est un élément important de l'identité. Je suis très content que nous ayons pu, ensemble avec l'Institut culturel français et les autres partenaires, créer un programme très varié. Je voudrais nommer quelques événements que Eva a déjà mentionnés. Je suis d'ailleurs très content que Monsieur le ministre ait parlé de Kharkiv. C'est une ville qui est la ville la plus à l'est et la deuxième grande ville de l'Ukraine, un centre culturel important. Il reçoit un programme très important ici à Lille, la ville avec laquelle elle a le partenariat culturel. La cinémathèque parisienne va montrer la rétrospective d'un metteur en scène très connu ukrainien, Alexandre Dovzhenko. Ce sera la deuxième coopération avec la cinémathèque française où nous avons déjà eu la rétrospective de Kira Muratova, une metteuse en scène de Odessa. Et bien évidemment, nous allons donner la possibilité aux compositeurs modernes de donner des concerts, notamment à Saint-Denis. Les œuvres de Valentine Silvestrov pourront être écoutées. Également le chœur de Kiev. D'ailleurs, nous allons également organiser des événements pour commémorer le 4e anniversaire du début de la guerre, des concerts de l'ensemble de Kiev et d'ailleurs, la coopération entre les villes de Dunkerque et de Boutcha, la coopération culturelle, ciblera la commémoration des événements tragiques et les jeunes de ces deux villes vont activement participer dans ces commémorations. Et enfin, la ville de Marseille, où nous voudrions rassembler les penseurs, les représentants de la vie culturelle importante de deux pays, les journalistes, pour symboliquement raccourcir la distance entre nos deux pays. Je voudrais également remercier les équipes de deux instituts, à mes collègues, Tetiana, Olha, Eva. Merci beaucoup pour le partenariat fiable, Francky, Jean-Philippe. Donc, l'Institut culturel ukrainien, l'Institut culturel français, vous êtes vraiment devenus très proches pour nous. Donc, je vous remercie. Je remercie la France, je remercie le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires culturelles pour votre soutien et
pour avoir pu organiser ces événements importants en un laps de temps aussi court. Merci à tous les artistes qui participent dans ces événements de deux côtés. J'espère que ce voyage sera intéressant pour tous ceux qui vont pouvoir y participer. Merci. Merci pour cette présentation et puis cet appel. Ce voyage, en fait, s'annonce comme une promesse, la promesse de nombreuses rencontres et de nombreux nouveaux projets. Alors, place maintenant à une séquence portant un regard sur le documentaire et le cinéma ukrainien, pour laquelle j'invite à rejoindre sur cette scène Bruno Razon, Olga Gimbelinda et Olena Honcharuk. S'il vous plaît, je vous invite. Et Вони нас науково на цей йде перший раз, як зайшла. Забрали нас, кажуть, розказуй. Et avant de vous laisser la parole, vous avez la bande-annonce de Génération Вони нас науково на цей йде перший раз, як зайшла. Забрали нас, кажуть, розказуй про солдат українських були в селі. Ми кажемо, та ні, ми навіть з ними цей. Ти за кого? Мені не соромно сказати, я трансгендерна жінка. Навпаки, I'm proud. Зараз, типа, орієнтація взагалі не важна. Якщо ти за паляницю, то там уже потім розберешся. Я можу ствердно сказати, що я став сильніший. Звезда этого мероприятия – це однозначно ти. Вова, на фронте малюешь скетч. Тут сдам свой экзамен, я просто прячусь от людей. У меня страх облажаться сильнее, чем страх умереть. Клас, українці. Если нас заебошат, твои последние слова. Я вас всех люблю. Я вас всех, сука, ненавижу. Все будет Украина, бля. Все будет Украина. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est 3 voix. Bruno va présenter la collection, cette collection. Olga parlera de la réalisation et Olena rebondira aussi en tant que directrice du centre Dojenko, centre des archives du cinéma ukrainien. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. La collection Génération Ukraine est née immédiatement après le déclenchement de l'invasion à grande échelle russe et elle a voulu donner la parole à des réalisateurs, des producteurs ukrainiens pour raconter la guerre à la fois au plus près et dans le temps long, faire entendre des voix ukrainiennes et raconter la guerre sous tous ses aspects. C'est une collection donc, de 12 films, dont 8 ont été diffusés déjà, et qui donnera lieu, lors de la saison Un voyage en Ukraine, à une projection spéciale les 6 et 7 février. C'est une collection absolument magnifique qui nous a permis de découvrir un vivier de talents extraordinaire. Je tiens à le dire car pour Arte, la rencontre avec les cinéastes, les documentaristes, les journalistes, les écrivains et les poètes ukrainiens a été un moment très fort et très important. C'est à proprement parler une génération que nous voyons naître là dans la douleur, dans la guerre, dans la difficulté, mais qui en même temps révèle ce qu'il y a de plus beau dans la vie et dans l'existence. C'est de fait le début de liens très profonds entre Arte et l'Ukraine qui sont nés à cette occasion et qui sont en train de se prolonger puisque nous allons signer dans 2 jours un accord de partenariat avec la chaîne publique ukrainienne Suspilne et que nous envisageons avec la plus grande, je dirais, le plus grand désir. Nous avons la volonté de lancer la plateforme arte.tv en ukrainien, si nous en avons les moyens. Et nous sommes dans un lien très fort avec Olga et tous les documentaristes de cette collection et avec le tissu culturel ukrainien qui, je le dis encore une fois, est d'une vitalité exceptionnelle.
Дякую, Борисе. Шановні пані. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues de l'Institut culturel français, les collègues de l'Arte, pour moi, c'est un grand honneur et je suis reconnaissante d'être ici pour pouvoir parler au nom de la communauté culturelle ukrainienne. Parce que quand la guerre a commencé, nous nous sommes sentis sans force. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des militaires, mais aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes très forts, nous sommes puissants, car nous avons le langage de l'art. Et le langage de l'art peut pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs. Et nous pouvons partager avec vous notre expérience. C'est une expérience tragique, mais c'est aussi une expérience d'espoir. Ce sont les mystères d'existence humaine et aussi d'espoir de la victoire de l'esprit humain. C'est pour cela que nous sommes là. Parfois, l'art a besoin de soutien. Et depuis le début de la guerre, l'Arte a donné la possibilité à 12 équipes. D'ailleurs, certaines parmi elles sont encore maintenant en Ukraine et certains près de la ligne de front, de parler de ce qui se passe vraiment. Nous avons pu parler pendant les festivals de cinéma à Cannes, à Berlin, à Thessalonique. Donc, c'est un dialogue culturel que nous avons pu initier. C'est un dialogue qui passe de cœur à cœur. Et Arte est devenu non seulement quelqu'un qui nous soutient, mais Arte est devenu comme une famille. Il s'est occupé de nos équipes, c'est devenu une sorte d'université pour nous. Et grâce au soutien français, nous sommes devenus partie de l'écosystème européen. Et aujourd'hui, on nous considère comme partie intégrante de narratif culturel européen. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. C'est très important de sentir que nous sommes ensemble, que nous pouvons protéger notre civilisation, nos valeurs et notre vérité. Merci beaucoup. Bonjour, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues ukrainiens, chers collègues et chers partenaires français. Je voudrais tout d'abord exprimer mon respect sans fin à mes compatriotes qui, depuis 11 ans déjà, continuent de lutter pour le droit du peuple ukrainien à exister. Nous ne savions pas beaucoup de choses avant. Beaucoup de choses étaient complètement inaccessibles pour nous, mais les Ukrainiens savent apprendre très vite. Et aujourd'hui, le partenariat international nous soutient. Et donc, à la fin du mois de janvier, nous allons présenter la rétrospective d'Alexandre Dovzhenko, un artiste très important, écrivain, metteur en scène. Nous allons pouvoir observer la transformation de Dovzhenko. Il a commencé en tant qu'un artiste romantique et il est devenu un metteur en scène très connu qui, malgré la pression soviétique, a toujours déclaré son identité ukrainienne. Représenter Alexandre Dovzhenko à la Cinémathèque française, c'est non seulement parler de la culture ukrainienne, mais c'est parler de la culture internationale qui se trouve dans un contexte très fragile, mais aussi dans un contexte de la célébration de la vue. C'est un archive cinématographique légendaire qui a été témoin de la protection et de la popularisation de patrimoine culturel et cinématographique. Pour nous, c'est extrêmement important. Je suis vraiment reconnaissant à l'Agence nationale de l'Ukraine des questions audiovisuelles, à l'Institut français,
Notre collaboration dure depuis de nombreuses années. Elle a commencé avant que cette guerre ne débute et nos relations deviennent de plus en plus fortes. Je suis reconnaissante au ministère des Affaires étrangères et à l'Institut culturel ukrainien en France et à l'Institut français culturel en Ukraine pour vos efforts. Ayant travaillé sur cette rétrospective, nous comprenions que l'héritage culturel et le patrimoine culturel est la base, mais aussi la voie pour l'avenir, vers l'avenir. Aujourd'hui, nous, les Ukrainiens, sommes ici à Paris pour que les autres artistes, scientifiques, diplomates et surtout ceux qui protègent aujourd'hui le pays et ne peuvent pas exercer leur métier de ce fait puissent revenir à l'affaire de leur vie et continuer à soutenir leur pays et contribuer à la paix dans le monde. Merci. Merci à tous les trois pour ce regard sur le documentaire et le cinéma. En tout cas, Génération Ukraine, nous sommes fiers au ministère des Affaires étrangères d'avoir permis et financé aussi ce projet. Cela a été dit, la présidente de l'Institut français l'a évoqué, nous souhaitions aussi donner la parole à 2 collectivités locales françaises très engagées pour l'Ukraine, Lille et Amiens et un peu Valenciennes. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Madame Alexandra Mahé, directrice des affaires internationales de la ville de Lille. Pas besoin de vous déplacer, il suffit tout simplement de vous lever et de prendre la parole. Et ensuite, Romaric Dorier, ancien directeur du Phénix à Valenciennes et nouveau directeur de la Maison de la Culture à Amiens. Vous n'êtes pas très loin, vous pouvez... C'est allumé. Bonjour, je suis Alexandra Mahé, directrice des relations internationales de la ville de Lille. J'excuse Arnaud Deslandes, le maire, qui n'a pas pu être présent, mais qui m'a demandé de vous saluer et surtout de vous dire sa fierté que Lille soit une des étapes clés de cette saison voyage en Ukraine. Pour nous, c'est un acte fort parce que c'est une forme de témoignage encore de notre soutien à l'Ukraine et à Kharkiv, notre ville jumelle dont il a été beaucoup question depuis tout à l'heure. Nous sommes jumelés avec Kharkiv depuis 1978. Et je dois dire que depuis le début de l'invasion à grande échelle, nos liens se sont resserrés et nous avons engagé avec Kharkiv de nombreux projets de coopération. Et bien évidemment, les arts et la culture y prennent toute leur place. Nous avons intitulé cette étape lilloise de Kharkiv à Lille, la culture en résistance, avec un objectif, mettre à l'honneur la résilience de la culture de Kharkiv et de ses habitants. Et je vous invite à Lille du 20 janvier au 24 février pour une dizaine d'événements. Nous aurons de la danse, du cinéma, des concerts classiques, mais aussi de musique actuelle. Une exposition sur l'école de la photo de Kharkiv grâce au partenariat avec Carré Connexion. Et je voudrais aussi, en 2 mots, évoquer 2 grands événements qui se tiendront. Le premier, c'est une grande soirée littéraire qui se passera le 24 janvier au Théâtre du Nord, grâce à nos amis de Cité Philo qui sont aussi présents. Et nous retrouverons 2 figures emblématiques de Kharkiv, Yulia Yulienko, qui est écrivaine, et Serhej Jadan, qui sera en visio et qui nous parlera de la vitalité de la littérature ukrainienne contemporaine. Et le deuxième événement, c'est le 4 février au Palais des Beaux-Arts, où nous aurons la chance d'avoir la conservatrice en chef du Musée des Arts de Kharkiv qui va nous parler d'un tableau magnifique de Répine, la lettre des Cosaques au sultan, et qui va surtout nous parler du caractère très symbolique et très contemporain de ce tableau pour le peuple ukrainien. Bienvenue à Lille. Rendez-vous le 20 janvier et pour nous, c'est une étape vers de longs projets de coopération pérennes maintenant, demain et surtout après la résolution du conflit.
Alors, en quelques mots, l'étape du voyage en Ukraine à Valenciennes et à Amiens, qui est portée par la région Hauts-de-France avec l'Institut français dans le cadre du jumelage avec Dnipro. Elle est passée par un travail de solidarité entre les professionnels de la culture, les directions et les commissaires artistiques. Donc on a noué un partenariat avec DCCC, qui est le Dnipro Centre culturel pour la culture, avec une carte blanche et un dialogue que nous avons noué avec les deux commissaires. Une première étape le 6 mars au Phénix avec une journée entière à Valenciennes qui mettra en valeur la scène des musiques électroniques accompagnée par DCCC avec 5 artistes accueillis, des concerts et un travail particulier sur les musiques folkloriques censurées en Ukraine qui ont été prises en charge par un travail de création absolument remarquable. On organisera un temps de rencontre le matin avec le Collège de France sur la thématique « Comment créer en temps de guerre », notamment avec le réseau des pôles internationaux de production et de création. Deuxième étape, du 11 au 13 mars, à la Maison de la Culture d'Amiens, nous accueillerons le second volet de cette coopération à l'occasion d'un anniversaire, le 60e anniversaire de la Maison de la Culture d'Amiens et aussi le 50e de la disparition d'André Malraux. Nous interrogerons avec plusieurs professionnels et universitaires ukrainiens l'avenir du réseau des maisons de la culture en Ukraine. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces lieux peuvent devenir des nouveaux endroits pour le bien commun, capables d'accompagner les communautés, de se rassembler, d'offrir un cadre à la reconstruction culturelle et sociale. Et nous espérons, avec le réseau des scènes nationales, aussi pouvoir continuer cette coopération entre professionnels. Merci. Cette séquence de présentation touche bientôt à sa fin et il était difficile de se quitter sans donner la parole à une voix particulière. Je vais demander à Andrei Kourkov de me rejoindre sur scène pour clore cette séquence. Vous êtes, cher Andrei, l'écrivain ukrainien probablement le plus connu en France. Depuis votre série, Le Pingouin, où l'ironie et le sens de l'absurde étaient les seuls viatiques pour s'exprimer dans le labyrinthe de toutes ces difficultés économiques et sociales. Mais en fait, je crois que tout simplement, vous êtes l'écrivain ukrainien le plus connu en Europe et dans le monde, au moins traduit dans 20 langues. Et puis vous êtes surtout, pour beaucoup de Français, une voix que l'on entend et que l'on apprécie pour décrire aussi cette guerre que la Russie impose à l'Ukraine. Et vous l'avez fait encore ce matin, aux côtés de notre ministre sur France Culture. Je vous laisse la parole pour clore cette séquence. Cher ministre des Affaires étrangères et d'Europe, cher ministre, chers amis d'Ukraine, je suis très touché et très fier d'être engagé dans cette programmation, le voyage en Ukraine. La littérature d'Ukraine est à la guerre. La littérature d'Ukraine comme culture d'Ukraine est à la guerre à partir de 1720, quand le tsar russe Pierre le Grand a signé la première loi en interdisant les livres religieux en ukrainien. Et à partir de ça, c'est toujours la guerre. Pas toujours la guerre militaire, mais c'était toujours censuré, c'était toujours suppressé et il y avait toujours des problèmes avec des voisins à l'est de notre pays. Aujourd'hui, la situation en Ukraine avec la littérature est encore une fois très différente. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont à la ligne de front, qui sont les soldats, qui combattent et qui écrivent dans les tranchées. Il y a beaucoup de soldats écrivains qui sont tués. On a perdu plus que 260 écrivains, poètes, traducteurs et éditeurs. C'est-à-dire, la littérature et la culture ukrainienne est blessée. Mais la littérature et la culture restent fortes
résiste et cette résistance continue et cette résistance a nous mené en France et grâce à l'Institut ukrainien et l'Institut français et le ministère des Affaires étrangères, on peut pendant 4 mois apprendre beaucoup de la réalité culturelle ukrainienne. Pour moi, cette occasion, c'est la plus belle expression du soutien français pour la culture ukrainienne, pour l'Ukraine. Dans les dernières 3 années, il y avait beaucoup plus de livres ukrainiens traduits en français et ils sont présents maintenant dans les librairies, dans les bibliothèques. Et je pense que cette possibilité, 4 mois de promotion de la culture ukrainienne, de la littérature ukrainienne, c'est aussi une bonne chance pour promouvoir ça qui déjà existe sur le marché culturel de France. S'il vous plaît, lisez la littérature ukrainienne, regardez les films ukrainiens, écoutez les musiques ukrainiennes et bien sûr assistez aux performances des théâtres ukrainiens. Pas seulement pendant les prochains 4 mois, mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du siècle. Merci infiniment. Je crois, cher André, que vous avez eu le mot de la fin et que vous nous avez invité à vibrer au rythme du cœur des Ukrainiens et de leur culture et qui est aussi un peu la nôtre. Mais on ne vous laisse pas partir sans un moment de convivialité autour de la gastronomie aussi et ont été associés 2 jeunes apprentis cuisiniers ukrainiens que vous avez contribué à former. Monsieur Thierry Mars, merci de votre présence et pour moment aussi pour lequel nous retrouvons la jeune et talentueuse Nora. Merci à tous, merci pour le soutien de cette saison et que le meilleur advienne pour cette saison culturelle, ce voyage. Merci.